Bien, merci beaucoup pour cette présentation et puis pour évidemment votre invitation. Je remercie l'ensemble de l'Université de Haute-Alsace et puis à la fois évidemment les enseignants-chercheurs, mais aussi les étudiants qui ont préparé cette conférence. Et je dois dire que je suis très content de participer à cette belle formule, cette belle initiative de lien entre la recherche et puis les étudiants de licence. Euh, Vous avez parlé évidemment d'une actualité récente, brûlante, notamment la question des Gilets jaunes, du lien avec mai 68. Je dirais que le lien entre mai 68 et l'actualité, il se fait assez naturellement, assez régulièrement en France, en Allemagne, de manière extrêmement récurrente, on peut dire. Euh, alors, j'ai pas pris les gilets jaunes comme exemple, j'ai pris un autre exemple qui va peut-être tout autant parler aux étudiants qui sont ici. J'ai pris l'exemple de un mouvement a eu lieu au printemps dernier, là c'est une banderole qui a été mise en place sur l'université Panthéon-Assas à Paris lors du mouvement contre la sélection Parcoursup, etc. dans les universités et qui proclame mai 68, il commémore, c'était l'an dernier, 2018, on recommence. Donc l'idée est bien qu'il y a une espèce d'éternelle perpétuation, de retour de la référence au moins à 68. En France, en Allemagne, il y a des choses assez similaires, même si on y reviendra, c'est pas tout à fait aussi important. Mais en tout cas, on a mai 68 comme mouvement social de référence aujourd'hui encore. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est le cas en France et en Allemagne. C'est beaucoup moins le cas, je dirais, dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays du monde. Il n'y a pas cette référence aussi importante. On connaît 68, les années 68, notamment du point de vue culturel, des évolutions sociales et des changements qui ont pu avoir lieu dans ces années-là, mais il n'y a pas cette référence à des mouvements sociaux forts, importants, alors que, vous le savez, dans les années 68, on a des contestations qui ont lieu aux États-Unis, évidemment, au Mexique, au Japon, en Europe de l'Est, un certain nombre de mouvements. Plus près de nous, en Europe, l'Italie est également touchée. On a aussi quelques mouvements étudiants dans d'autres pays européens d'Europe de l'Ouest. Je pense notamment aux Pays-Bas et un petit peu également des soubresauts en Belgique ou en Grande-Bretagne. Donc il y a beaucoup de pays qui sont touchés, mais pourquoi finalement la France, l'Allemagne font partie au moins des pays dans lesquels 68 a joué le rôle le plus important et dans lequel finalement, dans la longue durée au niveau social, on a une importance de ces mouvements qui est extrêmement forte et structurante pour les décennies suivantes. Un premier élément d'explication, c'est évidemment les événements eux-mêmes, je vais y revenir, qui sont particulièrement importants. La France, l'Allemagne, je dirais, sont des épicentres européens de la contestation des années 68. C'est-à-dire que l'Allemagne, parce que c'est un mouvement qui est extrêmement précoce par rapport à d'autres au moins en Europe et qui va donner le lard d'un certain nombre d'éléments de la contestation. Et puis la France, évidemment, parce que mai 68, par son ampleur, par la mobilisation des ouvriers, par l'ampleur des grèves et de sa dimension politique, eh bien, a pesé d'un poids majeur, là aussi, dans la diversité et l'ensemble de ces mouvements. Donc il y a l'événement, ou les événements de 68 qui expliquent pourquoi la France, l'Allemagne gardent comme ça pourquoi la 68 a eu un rôle particulièrement important dans ces deux pays. Ensuite, il y a aussi ce qui s'est passé après, c'est-à-dire notamment la mémoire de 68. Tout au long des différents anniversaires, au moins tous les 10 ans, on a vu une réactivation de cette mémoire de 68 de manière extrêmement régulière, extrêmement forte en France et en Allemagne, avec un certain nombre de polémiques, de discussions, de retours, et une présence tout au long des décennies 70, 80, 90, 2000, jusque dans les années 2000 justement, une présence récurrente dans le jeu politique, dans le jeu aussi mémoriel, des acteurs de 68, des anciens acteurs, parce que l'une des particularités évidemment de ce mouvement, c'est d'être un mouvement notamment de jeunes,
et donc avec une postérité assez longue dans la société et notamment dans la vie politique. Et alors, il y a quand même un élément qui a un petit peu changé ces dernières années, parce que cette mémoire, cette réactivation, notamment via les acteurs eux-mêmes ont demandé à ce qu'elle s'arrête. C'est le sens du livre d'Aniane Cohn-Bendit, 2008, Forget 68. Oublions 68. Avec l'idée qu'il fallait enfin rompre avec ce qui avait été l'élément originel de la naissance politique de cette génération. Et donc, on a là un moment, à mon sens aussi, j'y reviendrai également, une sorte de passage de témoin depuis une quinzaine d'années, on va dire, entre la mémoire et l'histoire, puisqu'il y a aujourd'hui une réappropriation, une réinterprétation progressive aussi de l'histoire de 68, qui est permise par justement la mise en retrait progressive des discours des acteurs. Et le rôle de l'histoire, c'est évidemment d'éclairer notamment le contexte. Et c'est précisément ce que je vais essayer de m'attacher à faire évidemment aujourd'hui, et ce qui est peut-être un élément aujourd'hui intéressant dans des recherches historiques récentes, c'est d'essayer de faire le lien entre 68 et son contexte direct. C'est le sens aujourd'hui de cette conférence sur des révoltes au cœur des 30 Glorieuses. Le contexte évidemment de 68, c'est ces 30 Glorieuses en France, c'est les contextes, on n'appelle pas ça tout à fait les 30 Glorieuses en Allemagne, mais des années du miracle économique, on va dire ça comme ça, des années post-années 50 et donc années 60-70, ces longues années 60, ces années 68 qui sont des années qu'on garde encore aujourd'hui dans notre mémoire collective comme des années plutôt évidemment faciles, florissantes, du point de vue économique notamment, du point de vue des progrès sociaux. C'est quelque chose, un terme là aussi qui est largement associé à cette période évidemment. Et on comprend mal, il y a une espèce de paradoxe à évoquer, cette brutale rupture dans l'ordre politique, social, cette contestation, cette révolte par rapport à une économie, une société qui semblait en large stabilisation, aussi bien du point de vue économique, je l'ai évoqué, que du point de vue politique. La République fédérale d'Allemagne, c'est pour la première fois l'implantation durable d'une république démocratique avec un succès en Allemagne. C'est une partie de l'Allemagne, évidemment, je le rappelle, il y a la RDA de l'autre côté, la République fédérale d'Allemagne, mais on est en 1969, on fête les 20 ans de la fondation de la République fédérale d'Allemagne. C'est 20 ans d'une démocratie qui a montré sa capacité à se stabiliser politiquement. En France, on sort de la guerre d'Algérie. En 1963, le général de Gaulle, dans un de ses discours de fin d'année, dit c'est la première année où la France n'a pas tiré un seul coup de canon depuis 1939. Vous voyez, donc il y a une stabilisation effective des sociétés au point de vue économique, au point de vue politique, au point de vue social. Et il y a une espèce de paradoxe ici, qui est cette rupture brutale de 68 et d'une manière générale des années 68. Je vais me consacrer à une série d'événements en France et en Allemagne, là, mais il ne faut pas oublier que tout ça s'étend sur des mouvements de contestation diverses, variées, entre le milieu des années 60 et le milieu, voire la seconde moitié des années 70. J'en dirai un mot aussi tout à l'heure, mais il ne faut pas rester sur une perspective qui est parfois prise quand on voit les choses du point de vue franco-français, mai 68. Non, il y a des choses qui sont évidemment beaucoup plus larges, et c'est le sens des expressions historiographiques aujourd'hui, de long 60s, les longues années 60, qu'on fait démarrer à la fin des années 50 et qui vont jusqu'aux années 70, ces années à la fois de prospérité, mais aussi de mobilisation politique, sociale. Et puis, des termes comme les années 68, qui, justement, là aussi, montrent la longue durée.
Alors, justement, je vais essayer un petit peu de faire le lien entre cet événement et ce paradoxe, en fait, entre l'événement et puis ces 30 Glorieuses, cette question de la stabilisation politique, économique, sociale des sociétés, et puis, parallèlement, eh bien, cette contestation, qui est une contestation qui va porter, qui va avoir des conséquences, je dirais, durables dans la mémoire collective et également dans divers éléments de l'organisation sociale. Alors, je vais commencer par présenter un petit peu les mouvements, les choses, en RFA et en France, hein, qui sont les épicentres européens des mouvements étudiants et ouvriers. Hein. Il ne faut pas oublier en 68 qu'on n'est pas uniquement évidemment dans des mouvements étudiants, mais également dans des mouvements ouvriers. Alors, avant vous voyez ici évidemment l'une des figures franco-allemandes de cette contestation, hein, Daniel Cohn-Bendit, il y en a d'autres, on y reviendra, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des mouvements de contestation qui sont assez nationaux, hein, qui ont lieu dans des cadres très nationaux, mais il y a toute une série de circulations, de cohabitations. On est aussi dans les premières années des grandes circulations internationales, hein, on n'est pas encore dans Erasmus, etc., mais on commence à avoir des mobilités de jeunesse qui s'accélèrent, des mobilités étudiantes et qui vont permettre des circulations entre les étudiants américains, les étudiants allemands, et via les étudiants allemands, les étudiants français. Donc on circule un peu mieux, et donc il y a une circulation d'idées, de pratiques dans un certain nombre de milieux étudiants, jeunes, mais également plus largement dans la société, y compris, on y reviendra, chez les ouvriers. Alors, je voudrais souligner d'abord, d'emblée, le terreau commun qu'ont ces mouvements français, allemands. Et le premier terreau, c'est évidemment la question de cette génération qui va se mobiliser, qui va être largement politisée dans les universités, mais aussi, on l'oublie souvent, dans les lycées et également dans les entreprises. Quand on dit mouvement ouvrier en 68, on oublie souvent que les ouvriers les plus jeunes sont parmi les plus mobilisés aussi dans ces années-là. Donc, un mouvement générationnel. Et certains ont dit, mais oui, mais c'est une évidence que ce soit un mouvement fort et qu'il y ait beaucoup de jeunes qui participent à différents mouvements, qui soient finalement très actifs, que les jeunes soient actifs dans la société, puisqu'ils sont nombreux. On est dans les années du baby-boom. Et donc, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, forcément, ils jouent un rôle important dans la société. C'est l'idée que finalement, avec l'augmentation du nombre de cohortes, enfin des effectifs des différentes cohortes d'âge à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, et donc surtout dans les années 50, on a eu des effectifs importants dans les lycées, les universités, dans les années 68. La théorie est intéressante, elle est belle, elle se vérifie également aux États-Unis, par exemple, sauf qu'elle est particulièrement fausse pour d'autres pays. Je vous ai donc mis là l'évolution des effectifs des cohortes d'âge de 15-29 ans en France et en RFA. Vous voyez la courbe en bleu, c'est le pourcentage de 15-29 ans dans la population en France. Donc là, on démontre bien que dans les années 68 et ensuite, on a des effectifs par cohorte d'âge qui sont nombreux, sauf qu'en Allemagne, on est dans un creux démographique qui correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux classes creuses, et également au post-Seconde Guerre mondiale. Et le baby-boom en Allemagne, il a lieu, vous voyez bien, après, dans les années 70-80. Donc, associer l'idée d'un baby-boom, comme on l'a fait parfois avec les mobilisations de 68, c'est ne pas prendre en compte les évolutions de certains pays, notamment la RFA, mais aussi, je le dis, l'Italie qui a une évolution un petit peu pareille. C'est évidemment les deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Alors, malgré tout, on peut souligner l'importance et l'influence quand même de ce rôle de cette génération.
Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est important, c'est pas tant les effectifs de cette génération, c'est pas tant combien il y a effectivement dans chaque cohorte de personnes, mais ça va être justement la politisation et ça va être notamment la formation qu'ont désormais ces jeunes. Et la grande différence, elle est là avec les décennies précédentes, c'est l'accès croissant et massif à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur, et dans lesquels, dans les lycées, les universités notamment, il va y avoir une politisation plus importante. Donc, la massification de l'accès à l'enseignement, je vous ai mis quelques chiffres, je ne vais pas vous bombarder de chiffres évidemment là, mais vous le voyez de manière très directe ici, entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, on a plus qu'un doublement des effectifs étudiants en République fédérale d'Allemagne, un doublement des effectifs lycéens, et en France, on a effectivement là aussi plus qu'un doublement des effectifs étudiants, et une augmentation toujours des effectifs lycéens qui ont déjà augmenté auparavant. Donc on est là dans un moment en fait où il y a davantage de gens qui font des études, qui prennent le temps aussi d'avoir une réflexion politique. Dans le cadre de ces lycées, de ces universités, il y a une politisation qui va se développer. Et ce n'est pas la question de savoir s'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement jeunes à ce moment-là, mais il y en a beaucoup qui ont accès désormais à une formation scolaire du second degré, à une formation universitaire, et qui donc ont aussi accès eh bien, à d'autres types de lecture, à l'accès à aussi une ouverture intellectuelle différente, l'accès aussi à des postes de cadre dans des partis politiques, dans des organisations politiques. Donc on est là dans un moment qui est là-dessus très, très particulier et je dirais un moment assez fondateur parce que on est dans une politisation qui va toucher particulièrement cette génération par rapport aux autres, notamment aux précédentes et également, si on anticipe un petit peu, aux suivantes. Alors, il faut essayer de comprendre là quels sont les facteurs, parce que c'est une chose d'avoir, je dirais, davantage de formation pour s'intéresser davantage éventuellement à la politique, mais c'en est une autre d'avoir des facteurs de politisation et notamment un certain nombre d'éléments qui vont là aussi structurer une réflexion, une contestation politique qui va aller croissante dans les années 60-70. Alors, il y a tout d'abord là, je dirais, l'idée d'une stabilisation, d'une politisation large et d'une stabilisation des deux républiques, en France, en Allemagne, je l'ai déjà un petit peu évoqué ici, mais des deux systèmes. En France, on a à partir de 1965, vous savez, la réélection du général de Gaulle, le maintien au pouvoir de Gaulle. En Allemagne, on est en 1966-69 dans ce qu'on appelle une grande coalition, c'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui est dirigé à la fois par les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Vous avez plus des 2/3 du Bundestag qui soutient le gouvernement. Donc, c'est-à-dire que vous avez en fait une organisation de la classe politique où il y a relativement peu d'opposition ou une opposition qui est faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit d'y avoir d'opposition. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est simplement qu'on a une opposition qui, à ce moment-là, est relativement faible et donc la classe politique est marquée par un certain consensus sur la stabilisation et l'organisation d'un certain nombre de politiques. Et ça va évidemment susciter un premier élément de politisation de la jeunesse notamment, et à travers la contestation d'un certain nombre de politiques prises par ces gouvernements. Et le premier exemple qu'on peut donner chronologiquement, qui est sans doute le plus important, c'est celui de la naissance en Allemagne d'une opposition extra-parlementaire. C'est en dehors du Parlement que va se structurer une opposition
au gouvernement, et notamment à partir de 1966, on a une opposition qui se structure autour d'une loi qui est à ce moment-là proposée par le gouvernement de grande coalition, qui souhaite mettre en place une loi pour ce qu'on appelle l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, eh bien, il faut pouvoir prendre des mesures exceptionnelles, hein, et mettre en place, faire intervenir, que ce soit c'est pas forcément pour des manifestations, hein, ça peut être pour des manifestations, mais ça peut être pour, je dirais, décréter l'état d'urgence en cas de catastrophe naturelle, de graves difficultés sociales, également de guerre. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Est-ce qu'on peut autoriser l'État à prendre des mesures d'urgence particulières, empiétant sur des libertés individuelles, mobilisant une partie éventuellement de l'armée. Et ce sont des mesures que le gouvernement de grande coalition souhaite prendre. Le Parlement est donc largement d'accord là-dessus. Et ce qui porte l'opposition à ces mesures, vous voyez, il y a aussi là des liens assez forts entre la question de l'autorité de l'État, de la question de la façon dont on se place par rapport aux manifestations également et aux mouvements sociaux. Eh bien, le mouvement d'opposition à cela se structure dans la rue à travers un certain nombre de manifestations, et cette opposition extra-parlementaire en Allemagne qui va être un des éléments fondateurs et structurant de l'ensemble des années 68. Donc là, vous avez un tract de cette opposition extra-parlementaire qui date de mai 68, qui souhaite justement mettre fin à cette législation d'urgence qui va être finalement adoptée en mai 68 par le Bundestag. Mais c'est un des éléments là structurants de ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire, ou APO en Allemagne, APO, qui va être un élément majeur, c'est-à-dire un élément de contestation de l'ordre politique, et je dirais également de la façon dont se prennent les décisions politiques. Autre élément structurant de ces années 68, je ne vais pas m'y attarder longuement, mais c'est un élément important en France, en Allemagne, mais aussi ailleurs, c'est la dimension anti-impérialiste de ces années, et notamment qui est structurée par la guerre du Vietnam, le conflit au Vietnam qui s'accélère, et notamment l'intervention américaine au Vietnam à partir de 1965, qui va là aussi mettre en mouvement un certain nombre de contestations dans la rue, dans les universités, dans les lycées, en Europe occidentale, et notamment en République fédérale d'Allemagne et en France. Donc là aussi, c'est un mouvement qui part évidemment très fortement des États-Unis, de contestation là, de la mobilisation du contingent, etc., et qui, via des circulations universitaires, arrive en Europe en 1965-66, essentiellement et très rapidement, et va mobiliser autour justement d'une dimension anti-impérialiste, avec les comités Vietnam qui vont être créés, et anti-impérialiste au sens où l'idée était de dire eh bien, on conteste la place et le rôle des Américains au Vietnam par rapport justement à des populations qui cherchent à s'émanciper. L'idée des mobilisations sur le Vietnam, c'est aussi de critiquer les États-Unis, là aussi, comme élément structurant de cet ordre politique dans lequel on vit. On critique l'ordre politique gouvernemental, qu'il soit gaulliste, qu'il soit de la grande coalition, mais on critique aussi, vous voyez bien, à travers les États-Unis, l'OTAN, l'atlantisme et le leader de ce qu'on appelle à ce moment-là le monde libre. Et donc, c'est aussi critiquer un des éléments fondateurs et fondamentaux de cet ordre, de cette société dans laquelle on vit, en France comme en Allemagne. Cette critique de la guerre du Vietnam, qui va là aussi être structurante jusqu'au début des années 70. Autre élément structurant franco-allemand qu'on partage des deux côtés du Rhin largement,
c'est une dimension de politisation, je dirais, de critique anti-autoritaire. L'autoritarisme, hein, ce qu'on appelle à ce moment-là l'autoritarisme, notamment de l'État, du gouvernement, mais aussi d'un certain nombre de services, d'organisations, notamment évidemment la police, l'armée. Il y a une contestation, mais aussi qui va dans le sens d'une contestation de l'autorité et de l'autoritarisme au niveau culturel, par exemple, et qui va en fait puiser sa source dans un certain nombre de pensées intellectuelles, politiques. Alors, pensée intellectuelle, c'est évidemment, pour ce qui est particulier de l'Allemagne, ce qu'on appelle l'école de Francfort, hein, avec des intellectuels qui ont été marqués par l'entre-deux-guerres, notamment Herbert Marcuse, Théodore Adorno ou d'autres. Et en fait, vous avez là des intellectuels qui ont fui pour beaucoup le nazisme dans les années 30 et qui ont développé toute leur théorie politique autour du refus de l'autoritarisme, hein, dans une critique évidemment d'une société totalitaire, autour du refus aussi de l'autorité abusive de l'État, de l'autorité abusive dans tous les domaines de la société, et qui dénoncent pêle-mêle l'autoritarisme, je dirais, de l'État, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs sociaux, que ce soit les parents dans le cadre de la famille, que ce soit les églises, que ce soit les professeurs. Et donc, on va avoir cette diffusion de la critique d'une société autoritaire. Et l'idée de ces penseurs, elle est fondamentale, c'est de dire c'est très bien d'avoir modifié l'ordre politique, on voit bien la différence entre la démocratie avec élection libre et puis ce qu'il y avait avant, notamment en Allemagne, le nazisme, ou Vichy en France, mais en fait, les structures sociales étant restées les mêmes, on a un autoritarisme qui se maintient. Et donc, il faut une deuxième révolution, une révolution beaucoup plus en profondeur qui irait jusqu'à mettre fin à cet autoritarisme dans l'ensemble de la société. Et c'est évidemment ce qui va être repris par un certain nombre de groupes, alors là, classés à gauche, voire à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Un certain nombre de groupes étudiants, notamment, vont reprendre ces critiques qui vont structurer en fait la pensée politique de ce qu'on va appeler la nouvelle gauche, notamment, autour d'organisations comme le SDS en Allemagne, hein, qui est l'organisation des étudiants sociaux-démocrates allemands, et en France, l'Union des étudiants communistes, qui vont avoir des évolutions parallèles dans les années 60, très contestataires vis-à-vis de leur tutelle partisane, mais qui vont en fait être des terreaux et des nébuleuses d'une pensée politique autour de l'anti-autoritarisme, hein, le refus de l'autorité, des autorités qui va là se développer, se structurer. Et évidemment, ce refus des autorités, il est aussi d'abord pour ces jeunes le refus de l'autorité des aînés, des adultes, des parents. Et il se joue particulièrement en Allemagne, parce qu'en Allemagne, quand on parle de société autoritaire n'ayant pas rompu avec le nazisme, eh bien on fait écho là aussi à toute la question de la dénazification et du nazisme dans les années 60, qui revient comme un boomerang à la face des dirigeants de la République fédérale d'Allemagne à ce moment-là. Il y avait eu une dénazification après Nuremberg, etc., dans les années 40-50, sauf que énormément de cadres, d'anciens cadres du parti nazi, on s'aperçoit dans les années 60 qu'ils sont toujours en poste. On s'aperçoit que via les procès évidemment, hein, c'est la période des grands procès à Eichmann en 1961 à Jérusalem, mais aussi du procès Auschwitz où on juge
principaux responsables du camp d'Auschwitz en 1963, toute une série de procès dans les années 60, et puis, petit rappel, en 1967-68, vous avez quand même le président de la République fédérale d'Allemagne qui a été un architecte de stalag, pas de camp de concentration, mais de stalag, et donc qui est accusé forcément par une mauvaise presse d'avoir construit des camps d'extermination, ce qui n'est pas le cas, mais vous voyez bien l'amalgame. Et puis le chancelier qui est Kurt Georg Kiesinger, qui est un ancien cadre ayant eu sa carte au parti nazi dès 1933. Et donc, vous avez en fait là quelque chose qui porte énormément, vous voyez, dans cette contestation de l'anti-autoritarisme et de l'idée de ce lien entre le nazisme et puis la société des années 60, qui est très fort. Et donc, l'une des grandes questions, évidemment, des années 60 pour cette jeunesse, c'est au fait, papa, où étais-tu entre 1939 et 1945 et qu'as-tu fait ? C'est la redécouverte, évidemment, dans ces années-là, de la période nazie, tout cela allant évidemment avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des compétences politiques, des connaissances, de la scolarité, etc. Bien, donc contestation de l'autoritarisme qui a lieu en Allemagne, en France, et également donc cette politisation générale de la jeunesse, elle va s'appuyer aussi sur un certain nombre d'autres facteurs dans la société qu'on oublie un petit peu souvent facilement quand on parle aujourd'hui des 30 Glorieuses, mais qui étaient très présents dans la tête des contestataires dans ces années-là. D'abord, il ne faut pas croire que 68 arrive comme ça, comme on l'a dit, dans un ciel serein. On a dit 68 éclate alors que tout allait bien. C'est évidemment un peu plus compliqué que ça, même beaucoup plus compliqué que ça. On a une série de grèves dans les années 60 en France, assez dures, mais ailleurs aussi, en 1963 notamment avec la grève des mineurs. On a d'importantes grèves dans d'autres pays, aux Pays-Bas, en Italie. En Allemagne, il y a également des contestations qui se profilent. En fait, on est dans une période qui est loin d'être socialement, économiquement aussi facile qu'on veut bien parfois le dire. J'en veux pour preuve qu'on est dans une période de hausse du chômage. Alors ça peut nous étonner aujourd'hui. Je ne parle pas évidemment d'une hausse du chômage telle qu'on a pu la connaître depuis les années 80. Ce n'est pas un retour au chômage de masse. On est dans des pourcentages tout à fait faibles. Mais quand vous êtes dans une période de plein emploi et qu'on vous dit que le chômage augmente, tout de suite, vous prenez peur. Et donc, vous voyez bien que ici, les années 68, c'est le moment où, en France, en Allemagne, on a un moment de remontée légère, certes, mais importante du point de vue social et politique, du chômage. Pourquoi cette montée du chômage ? Je vous montre les chiffres là en France et en RFA de manière un petit peu plus claire. Vous voyez bien un pic au moment juste avant 68. Il y a en France à peu près 500 000 chômeurs en début 68, demi-million, ce qui est pour l'époque quelque chose de tout à fait considérable. C'est pas rien. Les pouvoirs publics s'en soucient. 67, c'est la création de l'ANPE. C'est pas pour rien. L'Agence nationale pour l'emploi. L'ancêtre de Pôle emploi. Et donc, on a un contexte social qui est plus difficile que ce qu'on veut bien croire souvent. En Allemagne, on l'oublie, une crise économique. 66-67, ce sont des années de crise économique en Allemagne, de récession. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les 30 Glorieuses, là. Enfin, on est au cœur des 30 Glorieuses, mais avec une récession. 66-67, et là aussi on arrive en 1967 à plus d'un demi-million de chômeurs en Allemagne suite à cette crise. Et donc c'est une crise qui va se résorber, vous voyez bien qu'on n'est pas encore une fois dans le chômage massif des années suivantes, mais tout cela crée en fait une certaine peur sociale dans un certain nombre de milieux, notamment la crainte d'un déclassement de certains étudiants ou lycéens, crainte de ne pas trouver l'emploi auquel on aurait pu aspirer derrière. Et enfin,
Dernier élément ici, structurant de ça, c'est une réduction aussi des budgets publics qu'on oublie un petit peu, mais par rapport à notre contexte actuel, j'ai trouvé que cette citation était mettait assez en parallèle avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est un petit document qui est extrait d'un projet de loi d'avril 1968 sur l'université. Et c'est un projet de loi qui est demandé par le général de Gaulle au ministre Alain Peyrefitte à l'époque et qui prévoit, voyez, d'introduire la sélection à l'université. C'est à ce moment-là que les choses sont pensées, réfléchies, et pour des questions essentiellement ici budgétaires et aussi sociétales. Le général de Gaulle disant, mais attendez, on n'a pas besoin d'avoir plus d'1 million de personnes qui vont aller sur les bancs de l'université, on n'a pas besoin d'autant de cadres dans notre société, donc limitons l'accès à l'université. Donc on a toute une série, voyez, d'évolutions sociales, un contexte économique et social qui est aussi nettement moins favorable que ce qu'on veut bien voir. Aujourd'hui, il nous paraît évidemment avec des taux de croissance, je rappelle que le taux de croissance de l'année 68, ça va être plus de 4% en France malgré les difficultés, donc on est quand même sur des taux qui font encore rêver. Mais vous voyez bien que du point de vue de la perception des acteurs de l'époque, c'est quand même légèrement différent. Alors, les mouvements en eux-mêmes. Les mouvements en eux-mêmes, je vais parler d'abord du mouvement allemand, puisqu'il est plus précoce, il commence avant et puis qu'il est plus long. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux mouvements qui sont assez différents. Alors le mouvement allemand, c'est un mouvement qui est, à mon sens, une des matrices des mobilisations européennes, parce qu'il est plus précoce, parce qu'aussi, il va mettre en place dès 66-67 un certain nombre d'éléments que les autres vont reprendre, parce qu'aussi les Allemands vont faire venir chez eux des Français qui vont exporter la contestation, notamment en France. Donc, petite chronologie ici du mouvement allemand, petit rappel, je ne vais pas faire de l'histoire événementielle sur 68 là, mais je vous rappelle quand même le déroulement. C'est un mouvement qui a lieu entre 65, 66 et 69, c'est-à-dire un mouvement qui est long par rapport au mouvement français. En 65-66, c'est les premières mobilisations à Berlin-Ouest. L'épicentre allemand de la contestation, c'est Berlin-Ouest. C'est là que ça se joue dès le départ. Une série de mobilisations anti-impérialistes, anti-autoritaires à l'université libre de Berlin. Donc, sur les thématiques que j'ai évoquées. L'automne 66, progressivement, l'opposition extra-parlementaire, l'APO, se structure et on va avoir une opposition à cette législation d'urgence que j'évoquais tout à l'heure. Pour l'instant, on a un mouvement qui est essentiellement dans quelques universités, dans quelques milieux politiques et qui est encore relativement faible. Du point de vue de l'ampleur des mobilisations et quelques dizaines de milliers de personnes, ça reste limité. Les choses vont changer à l'été 1967, notamment en juin 1967, avec une manifestation anti-impérialiste, là encore, contre la venue du Shah d'Iran. On manifeste contre un dictateur à Berlin-Ouest, contre sa réception par les dirigeants de l'Allemagne fédérale à ce moment-là. Et au cours de cette manifestation, il y a une répression assez violente et il y a un mort. Un étudiant qui trouve la mort. Et immédiatement après, le mouvement de contestation s'étend à l'ensemble des campus ouest-allemands et on a cette fois une contestation de beaucoup plus grande ampleur suite à la mort de cet étudiant. Il y a une solidarisation des étudiants envers ce mouvement et on va avoir un mouvement pendant plus d'1 an qui va être hebdomadaire dans les universités, dans les campus, dans beaucoup de campus qui ne vont quasiment pas démobiliser. Alors, les temps forts de cette contestation, c'est avril 68, au moment où Rudi Dutschke, qui est la figure, c'est le Daniel Cohn-Bendit allemand, si vous voulez. Alors, il n'a pas le côté français, lui, mais c'est la grande figure de cette mobilisation en Allemagne. Et en avril 1968, celui qu'on appelle Rudy le Rouge, il fait l'objet d'une campagne de presse extrêmement dure contre lui dans la presse conservatrice. Et quand je dis extrêmement dure, c'est qu'il y a certains journaux conservateurs qui disent il vaudrait mieux l'avoir mort que vivant. En gros, c'est ça. Et il y en a un qui le prend au pied de la lettre et qui lui tire dessus en pleine rue à Berlin.
Donc là, il va mourir en fait 10 ans après de ses blessures. Il va s'en remettre sur le coup et puis il mourra en 1979. Mais ce que provoque immédiatement cet attentat, eh bien, c'est une réaction extrêmement violente des étudiants qui se mettent à brûler, à attaquer des groupes de presse, à attaquer, à brûler aussi, à agir contre les forces de l'ordre et la violence des forces de l'ordre. Et c'est ce qu'on appelle les émeutes de Pâques en avril 1968 en Allemagne. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, avril 1968, on est dans le moment quasiment le plus fort de cette contestation allemande. Le mouvement français, il n'a même pas commencé. En France, il n'y a rien, il ne se passe rien encore. Enfin, quasiment rien. En avril 1968, et le mouvement allemand, il s'achève presque en mai 1968 avec le vote des lois d'urgence, finalement, qui mettent fin à l'opposition extra-parlementaire. Et ensuite, on va voir la postérité de ces groupes, mais on a assez rapidement, en fait, une déliquescence du mouvement qui ne repartira pas vraiment à la rentrée universitaire suivante. Donc, voilà pour le mouvement allemand, qui en mai 68 échoue face à ces lois d'urgence. L'échec, il vient du fait que les groupes étudiants allemands ont appelé les ouvriers à se mobiliser contre ces lois d'urgence et que les syndicats ouvriers ont refusé. Et donc, il n'y a pas de grande grève, etc. C'est la différence majeure avec le mouvement français. Il n'y a pas une collusion entre étudiants et ouvriers à ce moment-là en Allemagne. Par contre, contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a bien eu une mobilisation ouvrière en Allemagne dans ces années-là, une mobilisation forte, importante et victorieuse. En septembre 1969, vous avez des grèves sauvages, indépendantes des syndicats, qui ont lieu en Allemagne, un peu comme en France, mais qui ont des objectifs dans l'industrie qui sont essentiellement des objectifs salariaux. Et donc, comme dans beaucoup de pays européens dans ces années-là, vous avez aussi une mobilisation ouvrière en Allemagne, mais pas en même temps que les étudiants. Donc, le rôle décisif de ce mouvement allemand, donc là, vous avez quelques éléments, la manifestation du 2 juin contre le Shah d'Iran, la mort de Benno Ohnesorg le 2 juin toujours lors de cette manifestation, et puis des images des émeutes du 11 avril 1968, les émeutes, les fameuses révoltes de Pâques, avec les camions du journal Bild conservateur qui sont brûlés par des jets de cocktails Molotov. L'importance du mouvement allemand, il est aussi là pour les différents mouvements européens. Dans ce congrès Vietnam de février 1968, je dirais dans cette capacité du mouvement allemand en fait, à réunir la jeunesse d'Europe autour de lui à ce printemps 1968. Rudi Dutschke et ses acolytes organisent en février 1968 un grand congrès de contestation contre le Vietnam auquel viennent tous les leaders contestataires d'Europe, et notamment les Français, Alain Krivine, Daniel Ben Saïd, Daniel Cohn-Bendit, d'autres font le voyage à Berlin pour prendre la bonne parole, pour voir comment font les Allemands, pour s'inspirer de leurs modalités de contestation également. Et donc, c'est l'un des éléments qui va faire aussi que le mouvement allemand va essaimer en France, en Italie, en Grande-Bretagne et ailleurs. Donc, il y a cette circulation, et c'est pour ça que le mouvement allemand est aussi important pour d'autres mouvements en Europe. Donc, le mai français, c'est comme ça qu'on appelle le mai 68 en allemand, en Allemagne, der Französische Mai, le mai français. Et il est caractérisé, lui, par sa chronologie brève. À côté de l'Allemagne, évidemment, c'est extrêmement court. Mai-juin 68, on a les premières manifestations, mobilisations à Nanterre le 22 mars. Le 3 mai, je n'ai pas mis évidemment là toutes les dates, mais l'occupation, l'évacuation de la Sorbonne. Quelques jours plus tard, on a ce qu'on appelle la nuit des barricades, où les étudiants du quartier latin font face au CRS une partie de la nuit. Et puis le 13 mai, là c'est le tournant de la mobilisation, avec l'appel à la grève des syndicats ouvriers. Ce n'est pas une grève générale comme on l'a dit, mais qui va se propager progressivement dans beaucoup de branches et qui arrive à un mouvement qui prend de l'ampleur et qui, dans les dernières semaines de mai, vous voyez, va donner 6 à 7 millions de grévistes. Là, on est dans la particularité du mouvement français, un mouvement qui mobilise largement les ouvriers,
paralyse une partie du pays. Le 27 mai, c'est la signature des accords de Grenelle, qui sont essentiellement des accords salariaux de revalorisation. Mais parallèlement à ça, eh bien, il y a en France, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne, une mise en danger évidemment politique du gouvernement. Le général de Gaulle, vous le savez, part pendant quelques heures en Allemagne. Hein, il quitte l'Élysée, on ne sait pas où il est. Même Pompidou, le Premier ministre, ignore ce qui se passe. Donc on est dans une situation en France de chaos qui n'a pas eu, ce qui n'a pas été le cas évidemment du tout au niveau politique en Allemagne. De Gaulle revient, le 30 mai il siffle la fin de la partie, appel radiodiffusé, manifestation gaulliste de soutien à De Gaulle, et on retourne aux urnes les 23 et 30 juin avec des élections législatives qui sont une victoire pour les gaullistes et les conservateurs gaullistes notamment, et donc qui sifflent la fin de la partie, de la mobilisation aussi bien des étudiants que des ouvriers progressivement. C'est la fin des grèves et de la contestation au mois de juin, et là aussi il n'y aura pas de nouveau départ en septembre 1968. Alors, voilà pour ces deux mouvements ici. L'histoire aurait pu, je dirais, un petit peu s'arrêter là, parce que finalement, ces deux mouvements sont des échecs relatifs au niveau politique. Il n'y a pas eu la révolution annoncée par certains, il n'y a pas eu non plus le retrait des lois d'urgence que proposaient les autres. Et donc, c'est sur cette idée aussi que certains ont pu dire, de toute façon, 68, ça n'a débouché sur rien du point de vue politique, donc on va s'intéresser surtout au fait que ça a été une contestation culturelle, sociale, etc., mais il n'y a pas eu de débouché politique. Sauf que, à partir de septembre 68, les 68ards demandent à faire, notamment c'est l'expression de Rudi Dutschke et d'autres, ce qu'on appelle la marche à travers les institutions. Marche à travers les institutions, c'est-à-dire qu'on va noyauter les institutions des républiques pour prendre le pouvoir de l'intérieur sur le long terme. Et ça, c'est toute la postérité de ce mouvement dans les années 70, 80, 90, avec cette génération d'étudiants, d'ouvriers aussi, politisés, qui prennent le pouvoir dans un certain nombre de secteurs et qui vont aussi faire vivre la mémoire, mais aussi certaines idées de 68. Et donc, à mon sens, il faut aussi, au lieu de se focaliser sur l'échec des révolutions dans leur contexte de l'année 68 strictement, voir un petit peu plus loin, et c'est ce que je vous propose dans un second temps ici. Interprétation, mémoires et héritage, entre omniprésence et rejet et oubli. Donc vous voyez, l'idée, elle est bien celle-là sur la caricature. Hein. On a évidemment des futurs cadres de la société qui ont un passé 68ard de lanceurs de pavés. C'est une caricature. Vous avez là, par contre, un responsable identifié au-delà de la caricature, qui est Joschka Fischer, l'activiste 68ard au ministre des Affaires étrangères en Allemagne. C'est le plus connu. On a même des photos où il est un peu plus violent que ça en 68. On a une photo où il est quand même en train de mettre des coups de pied à un policier. Autant vous dire que celles-là, elles sont ressorties quand il a été nommé en 98. Alors entre deux, il y a l'épisode basket en 1985. Il est ministre de Land et il arrive en basket, qui fait vraiment choquant, qui est choquant pour l'establishment de l'époque. Et puis il est rentré un peu plus dans le rang quand il est devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement Schröder en 1998. Mais vous voyez qu'il y a après 1968, cette postérité générationnelle, où cette génération a conquis progressivement, avec sa réussite sociale, un grand nombre de postes. Il y avait eu une enquête que je vous livre là du magazine Focus en Allemagne en 96 sur la carrière de 120 anciens de l'APO. Vous voyez qu'il y en a 20% qui sont devenus enseignants du supérieur, 35% dans les médias, 15% dans la politique, 10% de juristes, médecins, psychologues. Bref, ils ont trusté les postes. C'est ce que révèle cette enquête. Beaucoup se sont retrouvés à des postes extrêmement intéressants. Et donc, ça pose la question de l'héritage, de ce qu'ils ont pu en faire aussi. Et
non seulement au-delà de la mémoire, mais aussi de l'héritage de leurs idées, de leurs pratiques dans les décennies suivantes. Alors, cet héritage des 68 arts, je dirais qu'il est... il y a 3 lectures qui ont été faites, qui sont historiques, je dirais chronologiques. La première lecture, c'est d'abord celle d'une refondation démocratique. L'idée qu'en 68, on aurait refondé la démocratie, on aurait refondé un certain nombre de choses. Ensuite, l'idée que 68, ça a quand même provoqué, j'y reviendrai, le terrorisme des années 70. Et enfin, l'idée que c'est un mouvement social de référence aujourd'hui pour des branches anti-autoritaires, contestataires, mais pour toutes les contestations diverses et variées. Alors, le premier élément, c'est évidemment ce moment de refondation de la démocratie. Vous avez là, en 69, en France et en Allemagne, 2 moments clés fondateurs, ce qu'on appelle la seconde fondation de la République fédérale en Allemagne, la prestation de serment de Willy Brandt derrière son slogan « Oser plus de démocratie ». C'est le moment où la social-démocratie allemande arrive au pouvoir et refonde, d'après ses termes à elle, la démocratie, c'est-à-dire avec une politique sociale accrue, avec également le droit de vote des jeunes à partir de 18 ans, en France également, dans cette législature-là, on le met en place, avec un certain nombre de préoccupations sociales au niveau de l'enseignement, au niveau des aides sociales, au niveau également de l'environnement, par exemple. Et même chose en France avec Jacques Chaban-Delmas, alors même si vous voyez qu'on est là dans l'idée d'une nouvelle société. En 1969, c'est le slogan de Jacques Chaban-Delmas, avec l'idée que justement il faut accompagner ces revendications de cette nouvelle génération pour plus de démocratie sociale, plus de participation à la vie politique, mais aussi plus d'État social, plus d'éducation, plus de moyens aux universités, plus de moyens au lycée, et plus de moyens à la santé d'une manière générale, à la culture et aux services sociaux. Donc ça, c'est un premier point, un premier élément ici d'interprétation de 68 dans les années suivantes. Les 68 arts disant, même si on n'a pas réussi à faire la révolution politique, on a quand même refondé la République et on a refondé la démocratie avec justement un État moins autoritaire, des pratiques différentes, un État plus démocratique et un État plus social. C'est l'une des grandes idées de cette génération qui aurait eu justement dans ces années-là cette refondation qui aurait accompagné les mouvements de 68. Alors ça, c'est aussi lié à, je dirais, l'évolution de ces années 68, une des grandes évolutions qui est liée à l'évolution aussi de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de l'accès aux études, qui est le changement des valeurs sociales. C'est-à-dire que jusqu'aux années 60-70, on estime qu'il y avait une grande partie de la population qui se souciait essentiellement des questions matérielles. D'abord, il fallait survivre. La génération 68, c'est la première génération, c'est du moins ce que dit l'ouvrage de Ronald Inglehart, qui est devenu un des grands best-sellers de la science politique des années 70-80, dans sa révolution silencieuse. L'idée, c'est que la révolution silencieuse, c'est on n'a plus des gens qui se soucient d'abord de leur confort matériel, mais de leur bien-être environnemental, social, etc. Et donc, ce qu'il faut pour les contenter, ça n'est plus des politiques qui permettent aux gens de boucler leur fin de mois, simplement, mais aussi de bien vivre au quotidien. Et vous voyez que là, on est dans des choses qui font évidemment beaucoup écho à des questions actuelles sur la question de qu'est-ce que, justement, quelles sont les valeurs qui priment en politique, dans la société, etc. Et la thèse de ce livre, La Révolution silencieuse, dont il est question de temps en temps aujourd'hui pour interpréter les mouvements actuels, c'est justement cette question des valeurs matérialistes ou, comme le dit Ronald Inglehart, post-matérialistes, c'est-à-dire des valeurs qui seraient plus
plus tourné vers la recherche du bien-être, de la culture, de l'environnement, qui serait plus seulement ancré dans la question de la survie matérielle, comme pouvaient l'être les générations précédentes. Et donc on a de nouveaux enjeux politiques qui émergent, là évidemment, l'écologie politique, la question du féminisme, la question aussi d'un certain nombre de politiques et de mouvements de contestation qui vont se poursuivre tout au long des années 70. Et alors, au-delà de cette interprétation, deuxième interprétation des années 68, qu'on oublie un petit peu aujourd'hui en France, mais c'est le retour de la violence politique. Parce que quand vous interrogez des Allemands, et notamment c'était le cas jusqu'aux années 90-2000, vous interrogiez des Allemands sur l'héritage de 68, c'était la Rote Armee Fraktion, la fraction armée rouge. C'était ceux qui étaient responsables de plusieurs dizaines de morts depuis entre 1968-72 et puis 1998. La dissolution de ce groupe terroriste d'extrême gauche autour de Andreas Bader, Ulrike Meinhof et Gudrun Essling que vous avez là. C'est 20 ans de terrorisme d'extrême gauche en Allemagne. Donc comme en Italie, où ils ont été marqués par ces années avec les Brigades Rouges en Allemagne, l'Allemagne a été très fortement marquée par le terrorisme d'extrême gauche. La France un peu moins, on a de temps en temps des échos à Action Directe, etc. Mais le rôle d'Action Directe est plus tardif, dans les années, fin des années 70, début des années 80, et puis a joué un rôle moins structurant dans la façon de se représenter 68, parce que le lien avec 68 est moins direct. Andreas Bader, ses premiers coups de force, il les fait dès 1968. Il est en lien avec les 68ards, avec Rudi Dutschke, etc. Et donc, la question de ce terrorisme, c'est la question de la postérité des 68ards, et notamment de certaines branches. J'ai évoqué certaines branches qui partaient vers l'écologie politique, vers le féminisme. Il y en a une qui va choisir la radicalisation, le terrorisme, et qui va jouer un rôle tout à fait important, majeur dans les années 70. L'idée de ces mouvements étant tout simplement de faire dans le milieu urbain de l'Europe occidentale des années 70 ce que faisait Che Guevara dans la jungle bolivienne des années 60. Donc la guérilla urbaine, donc avec des attentats contre les intérêts de l'État, contre les grands patrons, contre les Américains, donc anti-impérialisme, anti-autoritarisme, et des attentats qui sont extrêmement lourds, deux grandes vagues en 1972 et en 1977, dont vous avez peut-être là entendu en parler à travers ce qu'on appelle l'automne allemand, où ils vont aller jusqu'à séquestrer le patron des patrons de l'époque, le chef du patronat allemand pendant plusieurs jours et finir par l'exécuter. Et parallèlement, il y a un détournement d'un vol Palma de Majorque-Francfort qui va se terminer là aussi jusqu'en Somalie et où ils vont évidemment finalement faire des détournements d'avions. Donc on est là dans du terrorisme, je dirais, international, en lien avec les Palestiniens qui aussi à ce moment-là développent leur propre terrorisme dans la zone. Donc, on est face à un mouvement qui, là, est un mouvement très important aussi à l'époque, dans les années 70, mais pour la mémoire collective. Il y a une espèce de mythe de la RAF en Allemagne. Jusque dans les années 2000, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais vous aviez régulièrement des gens avec des t-shirts Fraction Armée Rouge, avec le symbole que je vous ai mis là. Ce qui était pas forcément du goût de tout le monde, vous vous en doutez bien, mais où il y a effectivement une réactualisation régulière de cette mémoire du terrorisme qu'on a beaucoup moins en France. Et donc là, ça vous explique un des éléments de divergence de la mémoire de ces années 68 en France et en Allemagne, qui est la réactivation de la mémoire du terrorisme, qui est beaucoup plus importante, évidemment, vous le voyez, côté allemand. Enfin, 68, c'est un mouvement de référence pour beaucoup de luttes qui suivent, notamment un mouvement de référence
Pourquoi ? Parce que beaucoup de mouvements, j'ai dit, il y a évidemment différentes branches dans 68, la branche, on vient de le voir, terroriste, mais il y a aussi toutes les autres branches qui vont se réapproprier les mouvements de 68 et en faire la base de leur activisme dans les années 70, 80, 90. Ce que vous avez là, c'est les manifestations en RFA dans les décennies d'après-guerre. Vous voyez bien que 68, c'est là où il y a le plus de manifestations en nombre de manifestations, pas là où il y a le plus de manifestants. Il y a plus de manifestants dans les deux grands pics là que vous avez. Ce sont les moments où on a beaucoup de manifestants. Ce sont des manifestations pacifistes des années 50 et début des années 80 en Allemagne. C'est les grandes mobilisations de l'après-guerre. 68 en Allemagne, c'est pas là où on a vu le plus de gens dans la rue, loin de là. Par contre, c'est là où il y a le plus de manifestations chaque semaine. C'est ça que vous montre ici ce graphique. Et c'est bien ça qui est important en 68, en Allemagne comme en France. Davantage que les plus grands mouvements sociaux de l'après-guerre, parce que 68 n'est pas forcément, si on regarde le nombre de gens dans la rue sur une manifestation, c'est le fait qu'il y ait des manifestations extrêmement régulières. C'est d'abord une banalisation des manifestations, mais aussi la diffusion à travers cette régularité d'un certain nombre de pratiques qui vont par la suite se révéler durables et fondatrices pour des mouvements politiques différents. Je crois que je vous ai mis la liste ici, mais pour évidemment l'écologie politique qui voit le jour dans les années 70, pour les mouvements féministes, pour les mouvements, je les ai évoqués, pacifistes, évidemment, antinucléaires. Tous ces mouvements-là sont en fait des branches héritières de 1968 et des mouvements de 68. À la tête de tous ces mouvements, vous retrouvez d'anciens 68ards, des gens qui ont participé aux contestations de 68. Et donc, au fil en fait, des anniversaires de 68, ça explique que 68 soit de plus en plus devenu une référence historique aussi pour ces mouvements, parce que c'est le mouvement fondateur pour tous ces mouvements-là. C'est le mouvement originel, et qui est aussi un pôle commun, mobilisateur en commun. Certes, ils sont allés dans des directions différentes ensuite, mais ils ont une culture politique commune, originelle, et qui est différente aussi du point de vue notamment de la contestation politique, du point de vue de la façon d'organiser des manifestations, de faire des sit-ins, de faire des tractages, etc., qui est différente des générations précédentes et parfois suivantes. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer ici en guise de troisième partie, de troisième moment, en évoquant un petit peu les héritages et les conséquences de ce mouvement pour la vie politique, mais aussi les questions économiques, sociales, dans leur ensemble. Alors, est-ce qu'il faut, je vous pose la question ici, est-ce qu'il faut oublier 68, comme le suggère Daniel Cohn-Bendit, ou bien, au contraire, essayer de l'analyser un petit peu plus en détail pour en percevoir toutes les conséquences à long terme? Évidemment, l'historien que je suis choisit la deuxième option, vous en douterez. Je vous proposerai ici, je n'ai pas la prétention de vous proposer toutes les conséquences de ce mouvement, mais de vous en proposer certaines en guise aussi de réflexion par rapport aux mouvements qu'on peut avoir depuis, et notamment les mouvements sociaux actuels, parce que les conséquences de 68, je dirais qu'elles expliquent un certain nombre d'éléments structurants des mouvements actuels, parce que 68 est, je le disais à l'instant, un moment fondateur pour plein d'éléments en fait de la vie politique, mais aussi des mouvements sociaux des années 80, 90, 2000 et jusqu'à 2010. Alors, premier élément, c'est la politisation des masses, une politisation large. Certes, il y a eu un échec de la Révolution en 68, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait eu un échec en fait de la politisation et qu'il n'y ait pas eu de transformation de la politique malgré tout. Je vous montre là l'évolution des effectifs des partis politiques, des grands partis politiques en France et en Allemagne. Vous voyez qu'il y a un doublement, grosso modo, dans les années 68, des effectifs des partis. On n'a jamais eu autant
de monde dans les partis politiques en Europe qu'au début des années 70. Jamais il y a eu autant de monde. Jamais il n'y a eu autant de participation aux élections. On est à 90% de participation dans les élections. C'est quelque chose qui ferait rêver n'importe quel responsable politique aujourd'hui. C'est une période donc de mobilisation large, forte, dans la politique d'une manière générale, qui est aussi le reflet en fait de la mobilisation des jeunes. Parce que ce que ne disent pas les chiffres que je vous ai montrés ou le graphique que je vous ai montré là, ce qu'il ne dit pas, c'est que ce sont largement les jeunes qui font monter ces effectifs-là. Et donc, vous avez une génération qui a été très fortement, très largement politisée, bien au-delà de ceux qui ont participé à 68. Et ça, c'est, je dirais, la caractéristique de cette génération, c'est sa politisation. Politisation, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous adhéré à des organisations, surtout dans les partis politiques. Il y a une contestation contre l'ordre établi, contre certains partis politiques à ce moment-là. Donc ils vont dans d'autres organisations politiques. Mais il y a une politisation au sens d'une conscience politique, d'une adhésion à des organisations politiques qui est particulièrement forte dans ces années-là et qui perdure ensuite à travers un certain nombre de formes dans cette génération, mais aussi qui perdure dans une politisation qui va donner un certain nombre d'évolutions durables, une banalisation, une normalisation d'un certain nombre de pratiques politiques, sociales, notamment, je pense, à des formes de manifestation, à la manifestation de rue spontanée, à des manifestations aussi du type, évidemment, sit-in, teach-ins, tout ce qui était les manifestations type des années 70, mais aussi le tractage, tout simplement. Il y avait des tractages avant, mais dans beaucoup de milieux ou de cultures politiques, ça ne se faisait pas, tout simplement. C'était des choses qui étaient réservées à l'extrême gauche. Dans les années 70, vous voyez désormais des gens de partis politiques de droite aller tracter dans la rue. Auparavant, ceux qui faisaient ça, il fallait qu'ils s'équipent, parce qu'ils risquaient fortement de mal finir et de se voir molestés par leurs adversaires. Les années 68, c'est ce moment-là d'une participation, d'un engagement plus important dans la vie politique, mais aussi d'une banalisation de l'activité politique et d'une participation plus grande aussi des masses à la vie politique. Parce que ce que vous disent ces chiffres aussi, là, c'est une massification en fait de l'engagement politique, de la participation à la vie politique, qui va bien au-delà des quelques milliers de mobilisés dans les manifestations étudiantes, mais qui touche l'ensemble de la société. Et ça, c'est une évolution de long terme, parce que l'un des enjeux de 68, en fait, il est bien là. C'est comment faire en sorte que ces gens qui veulent participer à la vie politique, qu'ils réclament à corps et à cri dans la rue parfois, puissent intégrer des structures politiques. Donc là, vous avez l'image des partis, ça a été l'idée des partis politiques de faire ça à ce moment-là. Mais 68, c'est aussi la création de plein d'autres partis politiques, de nouveaux partis politiques. J'ai cité l'écologie politique, mais plein d'organisations aussi et de mouvements d'extrême gauche, mais aussi en dehors des partis politiques, les mouvements pacifistes, les mouvements alternatifs. C'est un grand moment de mobilisation, de massification de l'engagement dans la société. Et ça, c'est évidemment un mouvement qui montre bien tous les parallèles qu'il peut y avoir. C'est le défi, l'un des défis de notre société actuelle, depuis 68 justement, c'est l'intégration des masses à la vie politique. Comment on permet, quelles sont les modalités nouvelles de participation et d'engagement qu'on permet dans la vie politique. L'idée de plus de démocratie, vous voyez bien que c'est un slogan qui peut être repris aujourd'hui comme en 68. Et c'est là qu'est le parallèle à travers cette question de l'intégration des masses à la vie politique. Comment on fait pour faire participer un maximum de gens? Autre élément, et je vais terminer là-dessus, de 68 qui me paraît quand même tout à fait important,
Ici, c'est juste une citation du chancelier Brandt, vous voyez, sur le défi de l'intégration des masses à la vie politique, intégrer autant de forces que possible à la démocratie parlementaire au lieu de les laisser en dehors, de les exposer au processus de formation de la volonté démocratique au sein des partis, au lieu de les abandonner dans les îles de la colère. Les îles de la colère, pour lui, évidemment, c'est le risque terroriste dans ces années-là, mais aussi les dérapages que peuvent avoir certains mouvements de rue et les violences politiques. Alors, autre lecture de 68 sur laquelle je voudrais terminer, c'est évidemment celle que proposait un autre homme, alors pas homme politique là, mais sociologue, historien et politiste, qui est Raymond Aron, philosophe, dans le Figaro le 4 juin 68. Les historiens de l'avenir nous apprendront à coup sûr que des causes profondes d'ordre économique rendaient inévitable l'explosion. Alors c'est la question du rapport entre 68 et puis les questions économiques, qui paraît un petit peu évidemment tout à fait lointain. Mais il ne faut pas oublier que la révolution voulue par les 68ards, c'est quand même une révolution politique, mais économique et sociale d'abord. La révolution des 68ards, c'est d'abord une révolution marxiste pour beaucoup, et qui voulait mettre à bas l'ordre économique et social capitaliste. C'est une contestation anticapitaliste, 68. Et c'est quelque chose que finalement les historiens, la mémoire des acteurs, a très peu pris en compte, mais qui est pourtant fondamental dans ce mouvement. Et alors, une des grandes questions, c'est pourquoi il y a cette contestation à ce moment-là du capitalisme antilibéral dans ces années-là, dans ces années des Trente Glorieuses, sur lesquelles je reviens. On est ici, en fait, dans un mouvement qui conteste les restrictions qui sont mises en place, je l'ai dit, avant 68 ou dans les années 68, au début des années 60, restrictions budgétaires, montée du chômage, difficultés sociales qui se profilent. C'est ça que conteste aussi le mouvement, mais à travers également la question de l'ordre économique et social. Si la question de l'ordre économique et social est posée à ce moment-là, c'est parce que tout n'est pas parfait dans cet ordre économique et social, parce qu'il n'y a pas assez d'éducation, parce qu'il y a des restrictions budgétaires, parce qu'il n'y a pas assez également d'aide sociale, parce qu'on a également dans un certain nombre de domaines de l'économie des dangers, des risques, du chômage, etc. Et donc, il faut, je crois aussi, prendre au sérieux cette lecture-là de 68, ce questionnement-là. Et c'est ce que j'ai cherché à faire justement dans mon dernier livre sur les questions, les conséquences et des causes aussi de mai 68. C'est de poser la question du lien entre ces difficultés des Trente Glorieuses qui ont était structurante pour une partie des revendications de 68, y compris pour les revendications salariales de Grenelle ou des ouvriers allemands par la suite. Ces revendications salariales, sociétales, elles naissent aussi de la nécessité d'une politique de rigueur dans les années 68. Et c'est le terme qu'on emploie à ce moment-là. Michel Debré, en janvier 1968, ministre des Finances, dit il faut maintenir la politique de rigueur. Alors, vous me direz, on est dans les années des Trente Glorieuses, ce n'est pas la même rigueur que celle peut-être qu'on emploie aujourd'hui, mais c'est bien celle-là. Et le parallèle que je dresse évidemment dans le livre, c'est celui entre cette politique de rigueur et la nôtre aujourd'hui, parce que la cause, elle est la même. On l'oublie beaucoup, mais il y a une autre date de 68 à laquelle on ne pense jamais. 1968, en bon historien, de l'Europe, c'est le 1er juillet 1968. Là, c'est les douaniers français et allemands qui trinquent non loin d'ici sur le pont de l'Europe à Strasbourg. Le 1er juillet 68, c'est l'achèvement du marché commun européen. Le marché commun européen, ça veut dire quoi? Fin des barrières douanières. Pourquoi je parle de ça? Bien parce que la fin des barrières douanières, ça veut dire quoi? Ça veut dire compétition entre les différentes économies européennes. Compétition entre les différentes économies européennes, ça veut dire que de 1957, la signature du traité de Rome, à 1968, vous avez un processus qui voit toutes les économies européennes se préparer à une compétition beaucoup plus forte en Europe, et donc avec des politiques de rigueur, avec des politiques aussi de pression salariale, qui mettent finalement
l'accent sur le fait qu'il faut donner la priorité non pas à la croissance dans ces années-là, mais donner la priorité à une politique de stabilité, de rigueur, permettant d'avoir plus de compétitivité pour l'économie à l'extérieur. Vous voyez que on revient exactement au même questionnement qu'on a aujourd'hui entre croissance et politique de stabilité, et l'origine, elle est à peu près parallèle, elle est à peu près la même. C'est celle du choix de la construction européenne dans les années 60. Finalement, on a là aussi, vous voyez bien, une lecture qui est possible de 68 en lien avec ce contexte européen, qui est de dire tout simplement que ces 30 glorieuses, ce sont aussi les années de l'ouverture à la mondialisation, de l'ouverture à l'Europe, de la création du marché commun, et que ces éléments-là sont également des éléments fondateurs pour la critique de ces politiques menées dans les 30 glorieuses. Donc, vous voyez bien que, pour finir et conclure là-dessus, ces révoltes des années 60, elles sont tout à fait paradoxales en France et en Allemagne, parce qu'elles arrivent dans un climat qui est plutôt favorable des 30 glorieuses, mais qu'en même temps, il y a du chômage, un contexte de concurrence européenne, la difficulté de l'entrée des masses en politique, et que tout cela explique aussi ces différents facteurs de contexte, explique les révoltes qui vont avoir lieu, notamment en France et en Allemagne. Ça vous explique aussi le caractère fondateur de 68, parce que tous ces éléments-là sont des éléments majeurs pour comprendre notre société actuelle, parce que la question de l'entrée des masses en politique, de la stabilisation des régimes, mais aussi de l'entrée des masses en politique, vous voyez bien que c'est toute la question de la refondation politique qui a lieu dans les années 50, 60, 70, et refondation du système qu'on a aujourd'hui encore. Même chose, je dirais, pour l'économie et la société. Refondation avec la création de la construction européenne, etc., refondation de l'ordre économique et social, qui est en partie contestée par 68, qui est une contestation, en fait, 68, des refondations des années 60, à travers les limites des refondations politiques, à travers les conséquences des refondations économiques et sociales. Et donc, 68, dans cette mesure-là, est aussi, ça vous explique la dimension très fortement matricielle de 68, finalement. C'est-à-dire, pourquoi 68 est l'origine de beaucoup de contestations aujourd'hui, et pourquoi 68 est aussi fort dans la mémoire collective franco-allemande, ou plutôt française et allemande. Eh bien, c'est tout simplement parce que 68 est le départ de différents mouvements de contestation d'un ordre économique, politique, social qui est refondé dans les années 60 en France comme en Allemagne. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour toutes vos questions.